Chers amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en direct de la magnifique place d'Albertas à Aix-en-Provence. Nous sommes déjà au 6e épisode de notre très belle série Le Tour de France des distributeurs. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être avec Clément Gras-Raynal pour vous parler d'un point de vente qui est connu et reconnu à Aix-en-Provence. Le point de vente Raynal, le distributeur, le magnifique distributeur Raynal, pour vous parler un peu de l'histoire de la deuxième génération avec Clément Gras-Raynal, de vous parler d'héritage, de famille pour une entreprise qui existe depuis 1981 et qui a plein de belles histoires à nous raconter. Suivez-moi. J'ai le plaisir de vous retrouver en direct du magnifique cours Mirabeau à Aix-en-Provence, quand même 440 mètres de long ici, en direct du 44 cours Mirabeau, la boutique principale de Raynal avec le bel écrin Rolex en face, le 57 cours Mirabeau, autre boutique multimarque. On va trouver d'autres très belles marques comme Panerai, Jaeger-LeCoultre, etc. Je vous emmène directement à la rencontre de Clément Gras-Raynal. Suivez-moi. Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver avec Clément Gras-Raynal en direct du 44 cours Mirabeau, donc le magnifique distributeur aixois Raynal. Merci Clément. Merci d'être venu nous rencontrer. De nous recevoir. C'est un plaisir depuis le temps qu'on parle de toi. Et on salue d'ailleurs Benjamin qui, depuis le temps, nous avait mis en relation et ça a fait naître de belles choses. Donc merci. Et je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, que tu nous racontes un petit peu quel était l'événement fondateur du distributeur, de la marque même, Raynal, s'il te plaît. Alors, tout a commencé il y a 45 ans. On va fêter notre 45e anniversaire en 2026. Et en fait, c'est une amitié que mon père avait liée à l'époque avec Alain-Dominique Perrin, qui était le big boss de chez Cartier. Et il partageait plusieurs passions, que ce soit les chevaux, les objets d'antiquité. Et grâce à cette amitié-là, on a commencé à travailler avec Cartier en 81. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est assez drôle là-dessus. C'est qu'à l'époque où mon père a ouvert avec Cartier, on avait le numéro de contrat de distribution, le numéro 18. 18 mondes. Incroyable. Il n'y avait pas beaucoup de magasins. Il n'y avait quasiment pas de magasins à l'époque. Et dès le départ, on a toujours eu deux métiers, donc la distribution de marques horlogères et la création de bijoux. Donc notre métier de base, c'est la joaillerie, donc dessiner des bijoux et faire des créations Raynal. Ensuite, ma mère a rejoint la société dans les années 90, donc a apporté un petit peu sa main féminine avec des bijoux peut-être un peu plus modernes, un peu plus arrondis. Il y a pas mal de créations aujourd'hui qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment avec des diamants percés qu'on peut retrouver sur des boucles d'oreilles, sur des bracelets ou même en pendentif. Et donc ton père, Raynal, à l'origine, il est joaillier, c'est ça? Il dessine, les gens viennent dans la boutique et ils dessinent des choses pour ce qu'on appelle les joailliers de province avant, qui n'existent plus aujourd'hui, non? Si je dis pas de bêtises, ce métier-là. C'est ça, c'était vraiment un créateur de bijoux, avec l'atelier en interne, le papier et le stylo dans les magasins, avec les clients qui venaient, qui avaient des demandes sur mesure. Alors on le fait toujours, mais c'est vrai que les marques, on va dire, depuis cette époque-là, ont pris un peu le dessus. Nous, on a suivi un petit peu la tendance, et qu'à l'époque, on va dire que les clients allaient chez un distributeur, et aujourd'hui, les clients viennent peut-être un peu plus chercher une marque. Et au fil des années, les marques ont grossi. Cartier est devenu une des plus grosses marques au monde. Il y a beaucoup de marques de bijoux qui ont eu un essor impressionnant depuis ces années-là. Donc, on a suivi un petit peu la tendance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est majoritairement distributeur de marques de luxe, que ce soit horlogère ou joaillière. On fait toujours de la joaillerie, mais c'est devenu plus secondaire qu'à l'époque. D'accord. Et vu que cette série du Tour de France des distributeurs tourne vraiment autour de la famille, peu importe le nombre de générations, c'est pas ça qui compte, c'est le fait d'être dans la famille, de rester dans la famille. Aujourd'hui, comment tu arrives à te situer et comment dans la famille Raynal aujourd'hui, finalement, qui travaille, qui évolue au sein de l'entreprise? Alors, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est la deuxième génération, mais mes parents, ils ont à peu près une vingtaine d'années d'écart. Donc, en fait, c'est comme si c'était la troisième. Et on apporte un peu tous notre vision des choses. Donc, depuis que j'ai intégré la société, depuis à peu près 4-5 ans, j'ai fait des études de commerce avant l'ESCA. On va dire qu'il y a un peu plus de digital, on va dire, on a lancé le e-commerce. Il y a eu pas mal de nouveaux projets depuis ces 5 dernières années. Ça a été un petit peu le jeu des chaises musicales, en fait, sur Aix. On a eu l'opportunité de racheter une boutique façonnable là où on se situe aujourd'hui. Donc, ça a laissé de la place libre dans la boutique historique qui est la boutique L'Œil. Le 57, c'est ça qui est Le le 5, de cette boutique où c'est ça. on est. C'était la première boutique 57 cours Mirabeau. Et donc Rolex avec Cartier et Breitling, Hublot, Chanel, Hermès, ces marques-là ont intégré le 44
Ça a laissé de la place libre au 57. On a transféré toutes les marques qu'il y avait dans la rue Fabreau, donc Omega, Gégère-Lecoultre, Blancpain, Zénith, Chopard avec toute la collection horlogère, les LUC, les Alpine Eagle. Ça a laissé de la place libre 12 rue Ancienne-Madeleine. Du coup, on a fait une boutique monomarque TAG Heuer. Et ensuite, il y a 1 an jour pour jour, on a eu l'opportunité de racheter notre confrère sur la ville d'Aix qui s'appelait Bellini, qui lui distribuait pas mal de marques du Swatch Group. Et en discutant avec les patrons du Swatch Group, ils nous ont dit aujourd'hui, vous encadrez à peu près tous les créneaux de prix, sauf l'access en horlogerie. Et on s'est dit, pourquoi pas le faire. Et c'est ce qu'on a fait 22 rue Fabreau avec Tissot, Mido, Longines. Et il y a aussi d'autres marques à l'extérieur du réseau, comme on en parlait. c'est ça, Oris, Frédéric Constant, Garmin avec les montres connectées aussi. En effet. Et il y a aussi des bijoux avec Le Gramme ou Dodo. Et selon toi, aujourd'hui, en 2025, quel est le rôle du distributeur et quelle a été son évolution dans les dernières décennies, depuis que ton père était là? Alors, j'ai pas le recul pour connaître le métier des années précédentes, mais je pense qu'aujourd'hui, le rôle principal du distributeur, c'est de mettre en avant les marques, que ça soit par les espaces qu'on leur donne dans les boutiques, par rapport à l'environnement horloger qu'on peut créer, par rapport aux implantations de stock qu'on peut avoir chez un distributeur multimarque par rapport à une boutique. Il faut que ça reste en cohérence par rapport à la formation qu'on peut donner à nos équipes. Et en fait, il faut réussir à inculquer ces valeurs-là aux gens qui travaillent chez nous, que chaque client qui rentre chez Raynal, que ça soit pour une marque ou une autre, qu'ils arrivent à retranscrire le message que la marque veut porter et qu'ils arrivent à faire rentrer le client dans l'univers des maisons qu'on peut distribuer. Et que ça soit par les pièces qu'on va distribuer, par le discours qu'ils vont adopter, par les emplacements qu'on va avoir dans les boutiques, par la décoration des boutiques et par toutes ces choses-là, ouais. Chers amis, ce n'était pas prévu, mais on a le plaisir d'avoir Raynal, le fondateur de la boutique éponyme, avec nous pour nous raconter un mot, une anecdote et le plaisir de vous laisser parler, cher monsieur. C'est pas bien une anecdote, mais c'est un petit peu ce qui justifie ma présence là à l'instant. En fait, comme tout patron, je rêvais de prendre ma retraite un jour. Et je me disais que le travail a une fin et qu'un jour, il faut s'arrêter. Mon rêve était d'acheter une propriété en Normandie et d'élever mes chevaux. Et en fait, lorsque Clément a fini ses études, je lui ai dit qu'il y a la possibilité entre prendre ma suite ou alors aller travailler dans une grande maison horlogère pour continuer ce que tu as appris à l'école. Il a hésité et au dernier moment, il a préféré prendre ma suite. Alors d'un côté, je suis content, mais d'un autre côté, je rêvais de tout vendre, tout arrêter et partir en Normandie, voir les vaches et mes poulains dans les prés. Et en fait, j'ai changé de casquette. J'ai pris la casquette de président, directeur général, pour seconder Clément, qui en fait tout ce qu'il peut pour développer l'entreprise. Mais il est encore jeune, donc je reste à ses côtés. Et c'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui, pour voir si tout se passait bien. Il le fait à la perfection, mais il a toujours besoin d'un petit mot par-ci, un petit mot par-là, pour remettre les choses bien à leur place. Voilà. Et les chevaux, alors? Et les chevaux, je les laisse grandir tranquillement et j'élève par procuration. On m'envoie les factures et je règle les factures et je vois moins les chevaux. Mais c'est autant agréable parce que de continuer dans la boutique, ça me permet de voir tous mes amis dans le magasin, que nous avons une clientèle merveilleuse et que je n'ai pas besoin d'inviter tous les soirs un magistrat, un avocat, un chirurgien, tout ce qui constitue notre clientèle, et que de les recevoir dans le magasin, c'est autant agréable. Voilà, et on a la chance d'avoir beaucoup de place, on reçoit les clients dans le magasin, on les reçoit comme des amis, et ça se passe à la perfection. Donc, et je laisse Clément faire le cœur du métier, et je reste à côté juste pour voir si l'esprit maison demeure. Voilà. Cher Raynal, on a une question qui nous taraude. Raynal, est-ce que c'est un prénom? Est-ce que c'est un nom? Alors, ce n'est ni un nom, ni un prénom. C'était le diminutif par lequel ma mère m'appelait, parce que quand elle a voulu me baptiser, comme tous les catholiques que nous sommes, elle a dit au curé, on va l'appeler Raynal. Et le curé a dit, non, il n'existe pas de Saint Raynal.
Elle a répondu: «Eh bien, tant pis, je l'appellerai quand même Rénal». Donc j'ai quand même été baptisé et ma mère, dès que j'ai ouvert les yeux, m'appelait Rénal. Donc j'ai tout le temps été appelé Rénal et il y a quelques années, quand j'ai refait ma carte d'identité, sans que je demande rien, à la mairie, on m'a écrit sur ma carte d'identité: «Nom d'usage». Donc du nom que me donnait du prénom que m'avait donné ma mère, c'est devenu mon nom d'usage. Peu importe, personne ne connaît ma carte d'identité. Sur ma carte d'identité, il y a marqué, nom d'usage, Rénal et c'est devenu, mon nom et mon prénom et au fil des temps, Rénal est devenu une marque. On a eu le point de vue de Clément concernant quel était le métier de distributeur aujourd'hui. Mais vous, fort de votre expérience, comment vous avez vu l'évolution entre les années 80 et 2025 en matière du travail du distributeur, de l'âme du distributeur? Qu'est-ce qui a changé? Ah ben ça a changé à 100 et comme je vous racontais, hors caméra, heu, au départ, on était des joailliers. On avait un atelier de joaillerie. La joaillerie, c'est comme le maréchal Ferrand, c'est on tape avec des marteaux, ça fait peur l'atelier d'horlogerie et aujourd'hui, on n'a plus de marteau, il y a plus de poussière, il y a plus de fumée, il y a plus d'atelier. Si, on a un petit atelier, on fait un petit peu de création, mais la distribution des grandes marques comme Rolex, Cartier, et cetera. Nous, aujourd'hui, on est des distributeurs, donc on a orienté notre clientèle, je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, notre clientèle a changé. Nous, à l'époque, moi je me rappelle avoir fait, toutes les bagues de fiançailles de la noblesse provençale. Il est important aussi de savoir que Karima Zerkani, la maman de Clément, heu, a la passion de la joaillerie. Elle continue à créer, des modèles en permanence et que toute la journée, elle est dans la joaillerie de la rue Fabreau avec des marchands de pierres de couleur, où elle achète les pierres de couleur et où elle fait ses créations avec sa clientèle, avec ses copines, sa clientèle, avec la clientèle locale. Bien qu'à la fin, les bijoux se trouvent en vitrine et partent à l'étranger, quand il y a le festival, d'art lyrique et qu'il y a tous les Américains dans Aix-en-Provence, toutes les créations de Karima partent aux États-Unis et elle était un cheveu de monter une boutique à New York. Moi, je l'ai freinée parce que je ne pouvais pas, continuer la création sans elle, Bien sûr. mais elle continue sa création. Merci Rénal. C'est moi qui vous remercie. Alors, moi, j'adore cette histoire de ton père, j'adore cette histoire de Rénal, mais toi, à quel moment tu interviens, à quel moment tu te dis mon avenir, c'est de travailler ici dans la boutique familiale? Ça s'est pas fait hyper naturellement. J'ai fait des études de commerce à l'ESCA et en parallèle, en fait, je faisais beaucoup d'équitation. J'ai fait 2 fois les championnats d'Europe junior et jeune cavalier. En saut d'obstacle? En saut d'obstacle, c'est ça. En fait, c'est chaque année, le sélectionneur de l'équipe de France, il prend les 5 meilleurs jeunes de sa génération. Donc, junior, c'est moins de 18 ans, jeune cavalier, c'est moins de 21 ans. Et il les sélectionne au championnat d'Europe. Donc, j'avais fait ça 2 fois. C'était un milieu qui me passionnait. Et dans ma tête, peut-être que j'aurais plus envisagé, mon cœur, on va dire, aurait plus envisagé de travailler dans ce secteur d'activité-là. Et mon père m'a un peu mis la pression en me disant, moi, j'ai un certain âge, et j'aimerais que tu viennes prendre la suite, en tout cas que tu t'impliques à fond, que tu saches comment ça fonctionne, et après tu prendras la décision que tu veux. Il m'a mis un petit peu la pression, et j'ai fait le choix de la raison plutôt que le choix du cœur. Mais avec 5 ans d'expérience maintenant, avec un petit peu de recul, je ne regrette pas du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le dit pas forcément, mais tu as 26 ans et tu as quand même des belles responsabilités sur tes épaules, alors, avec ton père qui est toujours derrière et qui surveille. Mais comment, du coup, toi, aujourd'hui, avec cette décision que tu as prise, comment tu vois le futur? Et même comment tu vois l'idée, parce que c'est ça l'idée de la série aussi, peut-être un jour, l'idée de la transmission. Comment tu le sens, ça? Alors, l'idée de la transmission, dans ma réflexion personnelle, j'y suis jamais arrivé. Je pense que c'est un peu tôt. Et non, et l'ambition, nous, je suis vraiment attaché à la société familiale. C'est vraiment un métier qui me plaît. Je me suis pris de passion, un peu la passion que j'avais des chevaux à l'époque. Je me suis pris de passion maintenant pour les montres. C'est pour ça qu'on a développé l'occasion. C'est difficile de vendre des produits qu'on n'aime pas. Donc, je me suis attaché à l'histoire des montres, à l'histoire des montres d'occasion. C'est un projet qu'on a développé cette année pour ça, justement. Et l'ambition, ça sera d'essayer de développer la société familiale un maximum. On a d'autres projets qui vont arriver et c'est l'idée qu'on a. Le plus loin on ira, le mieux ça sera. On fera le maximum pour, en tout cas. Mais je sais pas jusqu'où on pourra aller, en tout cas.
Et en quoi ce métier de distributeur en 2025 pour toi est différent de ce que raconte ton père ou ce que racontait ton père sur son métier à lui? Comment tu vois la différence? Et que il y a beaucoup de marques qui ont été rachetées par des groupes, qu'à l'époque, on avait peut-être une, une relation directe avec les propriétaires des marques. Depuis, ça a un petit peu évolué. Les marques étaient un peu moins fortes que ce qu'elles étaient aujourd'hui. Donc, il y avait un peu moins d'attente aussi au niveau des espaces, au niveau des emplacements. Et qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu plus... comme s'il y avait un cahier des charges qui est un peu universel, alors qu'à l'époque, ça l'était un peu moins, je pense. Du coup, cette question un peu sur le rôle du distributeur, toi qui, je sais, es souvent en boutique, tous les jours en boutique, tu fais aussi de la vente, il y a des clients que tu vois, il y a des clients que tu reconnais, il y a des clients que tu fidélises depuis des années, il y a des clients que tu connais. Quel est le profil type du client rénal d'Aix-en-Provence? Je pense qu'il n'y a pas un profil type. Il y a beaucoup Il y en a de... 15. Ouais, il y a beaucoup de clients différents. Si tu prends par exemple l'été, on va avoir beaucoup de touristes, que ce soit des touristes asiatiques, des touristes américains. Si tu prends tout le reste de l'année, ça peut être des commerçants, ça peut être des clients des alentours, que ce soit de Marseille, de toute la vallée du Rhône, de Manosque. On a une zone de chalandise assez large. Et Aix, c'est une ville où on s'y sent bien. Les gens, ils aiment venir à Aix pour consommer parce que c'est une ville où, en termes de sécurité, c'est top. On peut tout faire à pied. Le centre-ville, il reste assez petit. Donc, c'est une belle valeur ajoutée pour nous. Donc, il n'y a pas vraiment de clientèle type. Ça varie selon les périodes, ça varie selon les années. Mais ce qui est assez rigolo, c'est de voir des clients de mes parents qui viennent avec leurs enfants. Ce matin, ça m'est encore arrivé. Il y a un monsieur qui vient déposer une montre en révision qu'il avait achetée chez nous. Et au moment de partir, il me remercie. Je lui demande si tout s'est bien passé. Et il me répond oui, comme depuis 45 ans chez vous. Donc c'est assez sympa d'avoir ce genre de retour-là et de voir que les clients locaux sont aussi fidèles depuis 45 ans maintenant. Quels sont les liens entre Rénal et la ville d'Aix? Est-ce que Rénal est né, a grandi ici? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu par la suite, Aix-en-Provence? Je veux dire, comment Aix coule dans les veines de la famille? À 100%. Ah ouais, 100%. On est des purs produits locaux, que ça soit mes parents ou moi. Moi, je suis né à Aix, mon père est né pas très loin et ils ont toujours travaillé sur Aix. C'est le premier magasin quand il a ouvert en 1980. Mon père avait une trentaine d'années, donc il a fait toute sa vie professionnelle sur Aix. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui plaît aussi aux clients de venir chez nous, c'est de savoir où est-ce qu'ils dépensent peut-être leur argent, de savoir que c'est peut-être pour le bien du territoire. Et après, à l'échelle locale, ma mère, elle a un poids au niveau politique aussi. Elle est présidente de l'Office du tourisme et elle est adjointe au maire depuis une petite dizaine d'années. Donc pour nous, ça nous tient à cœur que la vie aille bien. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une vraie implantation de la famille, il y a une vraie implication à Aix-en-Provence. C'est ça. Mais si tu prends là, on a une photo. Ça, c'est la première boutique que mon père a ouvert. Et si tu regardes bien, c'est le 57 Fond Mirabeau, c'est juste en face. L'arche à l'entrée, avec cette pierre de rogne, ça existe toujours. Et d'ailleurs, dans les projets à venir, pour la première fois depuis 45 ans, on va enfin sortir d'Aix. Ah, alors du coup, tu me m'ôtes la question de la bouche. La question qui me venait par là-dessus, c'était sur les développements futurs. Est-ce qu'il y a un développement futur que tu as envie de partager avec nous? Et je sais évidemment qu'il y a un développement futur que tu veux partager avec nous. Il y a deux choses. Il y en a, il va y avoir tout le marché de l'occasion. Ça, c'est un sujet sur lequel on s'était jamais trop avancé depuis des années. Mais avec la demande des marques et avec le CPO que Rolex a créé chez Bucherer en 2021, en 2022, c'est vrai que ça nous a donné des idées. Et on se dit, en fait, aujourd'hui, je pense que le marché de l'horlogerie, il n'est pas extensible. Il restera ce qu'il est aujourd'hui. Et pour faire de la croissance, on peut faire de la croissance aussi bien externe ou bien en faisant autre chose, en se diversifiant. Et je pense que la seconde main, ça peut être hyper intéressant pour nous, mais aussi pour apporter un service supplémentaire au niveau des clients qui viennent en boutique. Il y a beaucoup de clients, ça nous est arrivé encore hier, qu'on appelle pour une montre neuve, mais qui n'ont pas forcément la volonté d'avoir 2 ou 3 montres. Donc, ils viennent avec leur montre au poignet pour pouvoir s'en séparer. Et à la fin, tout le monde y trouve son compte. Nous, ça nous permet de pouvoir proposer des montres. Alors, si je prends le cas de Rolex, des montres en acier disponibles. Alors, on va dire modernes, mais c'est des montres qui vont avoir une vingtaine d'années maximum pour éviter aux clients d'attendre.
Et on répond aussi à la demande qu'il y avait. On avait beaucoup de clients qui se déplaçaient en boutique en nous disant où est-ce que je pourrais vendre ma montre. Donc on l'a fait aussi par rapport à la demande qu'on avait. Bien sûr. Et ensuite, le deuxième développement, c'est qu'on a signé le rachat de la maison Véron Rock à Saint-Raphaël. Voilà, qui est un très beau distributeur dans le Var, qui distribue quasiment les mêmes marques que ce qu'on a à Surex aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une volonté qu'on avait de s'étendre un petit peu à l'extérieur d'Aix. Et c'est une opportunité qu'on a eue en avril dernier, grâce à un ami qui se reconnaîtra sûrement dans cette vidéo-là. Ça a pris un petit peu de temps, mais ça s'est fait et on est assez content. Et Aix-en-Provence, Saint-Raphaël, en voiture, ça prend combien de temps? Ça prend 1 heure et demie. Ouais, donc c'est quand même très proche. Ouais, c'est assez proche. C'est pour ça qu'on l'a fait aussi. On voulait pas, ça cochait un petit peu toutes les cases. On avait pour ambition de se développer. L'idéal, ça aurait été avec Rolex. Donc là, c'était le cas. En plus de ça, à 1 heure et demie de chez nous, on peut partir le matin, rentrer le soir. C'est sûr. On a le bord de mer. On a une zone de chalandise qu'on connaît quand même, parce qu'on sait que parfois, selon les régions, les clients peuvent être différents. Là, on va pas être trop dépaysé. Donc, ça s'est vraiment présenté au bon moment, au bon endroit. Il y a une question que j'adore toujours poser quand on va voir nos amis distributeurs de France et de Navarre, c'est quelles ont été ou quelle a été l'expérience la plus forte que toi, Clément, t'aies vécue en boutique. C'est peut-être quand tu étais tout petit et que tu commençais à venir le week-end ou à traîner dans les parages, ou il y a 2 jours. Je veux dire, mais en tout cas, quel était le fait ou les faits les plus marquants pour toi en étant ici chez Reynal? Moi, c'est une situation, je pense, qui se répète assez, pas assez souvent pour qu'on s'habitue, mais qui se répète assez de temps en temps quand même. C'est les clients qui ont économisé pendant un moment, qui viennent chez nous. Et en fait, pour nous, on banalise un petit peu l'achat d'une montre. On vend des montres, on a 6 magasins sur Aix, on en vend tous les jours. Donc c'est vrai que parfois, on a tendance un petit peu à banaliser l'acte d'achat. Mais par contre, les clients à l'inverse, qui se garent au parking, qui ont fait une demi-heure de route, qui viennent chez nous, c'est un acte assez authentique. C'est quelque chose qu'ils font pas souvent. Ils le font peut-être qu'une fois par an, une fois tous les 2 ans. Ils ont mis de l'argent de côté. Et il y a des clients parfois qui te font ressentir des choses. Tu vois dans leurs yeux, quand ils ont les yeux qui brillent suite à un achat, tu te dis, purée, en fait, on vend un peu plus qu'une montre. Et c'est vrai que là-dessus, ça peut provoquer des émotions assez fortes quand tu fais ce type de vente-là. C'est pas forcément des ventes parfois sur des gros montants, Oui, pas obligé. mais c'est surtout le client qui te fait passer un mot qui est assez fort. Oui, c'est vrai qu'il faut se réveiller. C'est vrai qu'on voit des montres tout le temps, tous les jours, en quantité forte. Et il ne faut pas oublier parfois que les clients, ils viennent, ils achètent une montre dans leur vie ou ils vont acheter une montre pour faire un cadeau à quelqu'un qu'ils aiment énormément, soit un enfant, une femme, etc. Et c'est vrai que pour eux, c'est un monde. Et puis en plus, ils vont peut-être l'offrir après, donc il se passe encore quelque chose. Et c'est ça que tu arrives à percevoir dans les yeux des clients, quoi. C'est ça, parce que ça reste un objet qui est transmissible, qui est indémodable. Si on regarde chaque année la nouveauté, c'est toujours un modèle qui a existé par le passé. Donc en fait, il y a un côté intemporel dans ce qu'on vend qui est assez fort. Et puis par rapport aux garanties qui sont assez larges, les produits durent de plus en plus longtemps. Donc c'est vrai que quand les clients achètent une montre, ils savent tout ce qu'il y a derrière. Donc ça peut créer des émotions supplémentaires. Alors, tu nous as parlé beaucoup d'affaires, que c'était une opportunité, les montres de seconde main. Mais toi, personnellement, Clément, qu'est-ce que tu aimes en montre? Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes porter? Qu'est-ce que tu aimes acheter? Raconte-nous un peu l'émotion que tu as avec l'horlogerie, en parlant plus de modèle, de design, d'utilité, enfin, quelque chose comme ça. Moi j'aime les montres qu'on voit pas beaucoup. Les montres qui sont beaucoup vendues, ça plaît un petit peu moins. Donc les marques de montres qui ont une forte identité, ou des modèles qui ont une histoire assez forte. Après, en montre de tous les jours, il faudrait des montres assez polyvalentes, avec lesquelles on peut tout faire aussi bien se baigner, des montres sans bracelet acier, des montres automatiques. Je pense par exemple à Tudor, qui coche un peu toutes les cases. Aujourd'hui, si on prend le rapport qualité-prix de cette marque-là, c'est impressionnant. On peut mettre n'importe quelle marque horlogère en face de Tudor. Si on compare point par point, la qualité de l'acier, les garanties qu'elles peuvent proposer, la réserve de marche proposée, ce genre de choses-là, c'est tout mieux et toujours un peu moins cher. Et toi, c'est vraiment ce que tu vas vouloir. Tu portes beaucoup Tudor au quotidien. Est-ce que je te vois avec une belle Speedmaster là au poignet, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que, voilà, c'est une histoire qui te plaît? Parce que, alors, c'est pas une Speedmaster classique. Et si, c'est une Snoopy en fait. C'était pour le 50e anniversaire de l'exploration spatiale de la maison Omega sur la NASA. Voilà, donc ça, c'est une pièce. Quand tout à l'heure, je te disais des montres qu'on voit pas beaucoup. Ben voilà, ça fait partie des marques qu'on distribue et des pièces qu'on a peu.
mais c'est ce type de montre-là que j'aime bien. J'adore la maison Panerai aussi, par la forme des boîtes qu'on peut retrouver chez eux, qui est imitée par personne. Gégère Lecoultre avec l'histoire et le lien qu'ils ont avec les chevaux, et c'est vrai que dans la famille, on est très très liés au monde équestre. Voilà, ça va être plutôt dans ce registre-là. Et après aussi, il y a des marques avec lesquelles on travaille pas par le biais du neuf aujourd'hui, notamment Audemars Piguet ou Patek Philippe. Et d'ailleurs, ce matin, on vient de récupérer une Royal Oak, une fondation des années 90 en 36 mm qui respecte le diamètre de l'époque, une montre avec le set d'origine complet, que ça soit la facture d'origine. Ce qui avait d'ailleurs été acheté chez Chronopassion. Donc on salue Laurent, évidemment, qui nous écoute peut-être. Mais et ça, c'est toujours sympa d'avoir une histoire comme ça avec un set, avec une montre qui n'a pas marqué Audemars Piguet, mais Fondation Audemars Piguet, ce qui choque toujours quand tu regardes un peu du premier coup, mais qui est une très belle pièce. Et en plus de ça, qui est limité à 255 pièces. Donc ça donne un côté exclusif et numéroté. Donc voilà, ça va être des montres qui vont raconter des belles histoires, qui peuvent être polyvalentes ou pas. Voilà. Et est-ce que pour conclure cette vidéo, tu as envie de partager quelque chose avec nous en particulier? C'est vraiment une question très libre. Un ressenti, des idées. Vraiment, c'est pas de question piège. Ben, je pense que c'est bien ce que vous faites, de mettre en avant un petit peu l'âme de la profession. Aujourd'hui, on est tous distributeurs dans des villes différentes en France, mais on a tous une histoire qui est un peu différente. Alors c'est vrai que parfois pour les clients qui ne connaissent pas trop, de l'extérieur, ça peut paraître toujours pareil, mais une fois qu'on rentre à l'intérieur, on se rend compte que toutes les boutiques, elles fonctionnent différemment. Et c'est bien du coup de rendre ça accessible un petit peu à tout le monde et de dépoussiérer ce métier parfois qui peut paraître un peu froid, voilà. Et là c'est bien, on est deux jeunes, C'est chaud. là c'est chaud, ça donne un côté un peu plus accessible au métier, et je trouve que c'est top. Donc, chers amis, si vous passez à Aix-en-Provence, vous pouvez venir avec confiance à la Maison Rénal. Il y aura probablement Clément dans la boutique. Vous pouvez dire que vous venez de la part des Rabilleurs. Ça fera probablement sourire. Vous n'aurez pas de réduction sur les montres, donc détendez-vous tout de suite. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce qui était mis en avant. Il faut rentrer dans les boutiques, il faut essayer les montres. Les gens sont pas méchants. Et on est là pour partager le même plaisir, même si, en effet, la distribution a changé ces dernières décennies. Mais on parle toujours quand même d'objets avec des émotions et qui nous font toujours autant rêver. Merci beaucoup, Clément, pour ces bons moments. Merci Nicolas d'être venu jusqu'à chez nous. Avec plaisir. On reprendra tout à l'heure. C'est près 3 heures porte à porte. Je crois que ça va. On peut se permettre de venir. C'est aussi rapide qu'un Paris-Genève. Merci, chers amis, de nous avoir suivis pour ce 6e épisode déjà, quand même, du Tour de France des distributeurs. On va arrêter de traîner trop dans le sud. La prochaine fois, on ira peut-être du côté de la côte basque, par exemple. On a plein d'idées à vous partager. En tout cas, merci encore Clément. Et on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode de la Tour de France des distributeurs. Merci et merci Clément. Avec plaisir, à très vite.